Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous revoilà ensemble comme la semaine dernière, dimanche dernier en particulier, pour une nouvelle session sur la vie de couple. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important puisqu'il s'agit de la communication saine et durable dans le couple. Et pour cela, nous accueillons M. Michel Kenmoué, qui est un spécialiste en communication d'entreprise et de systèmes Internet. C'est un homme de communication et nous voulons une fois de plus l'accueillir et le saluer. Bonsoir, M. Michel Kenmoué. Bonsoir, pasteur. Alors, ce thème que nous allons aborder est d'une importance capitale puisqu'il s'agit d'une communication saine. On sait bien que la communication joue un rôle très important dans la vie de la société et particulièrement dans le couple. Alors, j'aimerais poser, pour commencer, une question qui me trotte dans l'esprit depuis plusieurs années. Et cette question est, est-ce que la communication pourrait être considérée comme un acte fondateur du couple? Merci beaucoup, pasteur, pour le privilège de cette entrevue sur ce thème combien important. Vous posez là une question que certainement tous les couples, à un moment donné, à un moment ou à un autre, ont dû se poser. Je vais déjà vous dire que lorsqu'il est arrivé, il y a eu une étude où on a posé des questions à des thérapeutes de couple sur les problèmes, les principaux problèmes, les problèmes les plus récurrents qu'ils rencontrent ou bien qui conduisent les couples à venir demander ou solliciter leurs services. Et les thérapeutes de couple ont répondu dans la très grande majorité que le premier problème qui amène les couples à venir les solliciter, ces problèmes qui peut se présenter sous différentes formes, c'est bel et bien celui de la communication. Loin des questions de finances ou bien des questions de relations intimes dans le couple. Donc, la communication, c'est, comment je pourrais dire que c'est le ciment qui fait en sorte que l'interaction dans la relation de couple puisse être paisible, puisse être constructive et puisse faciliter le vivre ensemble. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut dire que la communication efficace pour la vie de couple présente un nombre d'avantages considérables que je pourrais dire en des termes beaucoup plus simples que la communication dans la vie de couple améliore la qualité du temps passé ensemble. Vous savez qu'il y a des couples qui ne se supportent pas, qui ne peuvent pas supporter de rester ensemble pendant longtemps à un moment donné, parce que les questions de conflit, les questions de dispute, les questions de tu as dit, c'est pas comme ça, et tout cela, il y a donc la qualité de la communication, ça facilite donc aussi ces moments que l'on peut passer ensemble dans la vie de couple. Et ça, c'est extrêmement important. Et vous savez, un couple normal est censé passer beaucoup de temps ensemble. Il y a le fait de renforcer le respect mutuel. Lorsqu'il y a une communication efficace dans la vie de couple, le respect mutuel s'instaure. C'est-à-dire, au lieu de lever le ton, par exemple, pour exprimer, pour intimer des ordres, on aborde l'autre d'une manière beaucoup plus respectueuse, ce qui facilite aussi et qui entraîne que l'autre puisse répondre d'une manière qui est respectueuse de notre personne. Et ça réduit aussi les conflits. Lorsqu'une communication est effective, lorsque la qualité de la communication prévaut dans la vie de couple, cela participe à réduire les conflits. Et sans oublier un aspect important, la paix du cœur. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on peut parler librement dans la relation de couple et se comprendre réciproquement, ça apporte une certaine paix, un certain sentiment de paix. Quelles que soient les situations, on se dit, voilà, quels que soient les problèmes, nous savons comment nous parler pour arriver à des solutions. Donc, le fait qu'on sait communiquer apporte cette paix du cœur. Et je dirais aussi,
une meilleure intimité aussi dans la vie de couple, sans parler enfin de la santé. Une bonne communication, ça participe aussi à une excellente santé. Mais est-ce qu'on, pour bien comprendre le thème, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander, mais en fait, qu'est-ce qu'un couple? Comment il se forme? Qu'est-ce qui détermine des personnes à vivre ensemble et malgré les différences? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec la pensée postmoderne, la définition de couple a tellement évolué, mais puisque nous sommes dans un environnement chrétien, nous allons prendre la définition chrétienne du couple, ce qui est effectivement cette relation formée entre un homme et une femme et qui doit durer jusqu'à ce que la mort les sépare, où les deux partenaires se promettent amour et fidélité, respect mutuel, assistance. Et ça, c'est de manière définitionnelle ce qu'on pourrait présenter comme étant un couple. Mais dans la pratique, il y a des théoriciens qui ont essayé d'étudier les couples et qui en sont arrivés à la conclusion comme quoi on peut catégoriser les couples, on peut, selon les critères qui ont permis l'analyse, pouvoir regrouper les couples en plusieurs types. Et là, puisque nous parlons de la dimension de la communication, je dirais que la catégorisation qui m'a semblé la plus pertinente pour mettre en évidence la question de la communication, c'est celle qui identifie 4 groupes de couples. C'est le résultat d'une étude qui a été faite à l'Université d'Illinois sur 376 jeunes couples par Brian Ogolski, qui dit que en substance, il y a 4 types de couples. Qu'il nomme le couple dramatique, qui selon lui, c'est le couple qui a 2 fois plus de chances pour pouvoir ne pas durer longtemps, parce que c'est un couple où les gens sont accrochés à leur individualité, à leur personnalité, à leurs convictions, et qui connaît beaucoup de hauts et de bas, qui a tendance à tout dramatiser. Lorsqu'il y a un problème, on veut prendre les décisions sur le coup par rapport au problème. Donc si c'est un événement heureux, on veut prendre des décisions par rapport à l'événement heureux. Si c'est un événement malheureux, on veut prendre aussi des décisions par rapport à l'événement malheureux. Et donc, il estime que ce type de couple a très peu de chances de perdurer. Le deuxième type de couple qu'il identifie, c'est le couple qui est en conflit permanent. Alors, qu'est-ce qui met dans le couple en conflit permanent? C'est un couple qui vit dans une tension continue entre les conflits qui les amènent à se repousser et l'attraction passionnée qui les rapproche. Et là, ce type de couple dont vit des moments de stress permanent et à la longue, ça lasse. Et voilà, c'est aussi une catégorie de couple pour laquelle la probabilité de vie ensemble est rendue difficile. Et je parlerai donc de cette troisième catégorie de couple qu'il définit comme étant le couple qui est socialement engagé. C'est-à-dire que c'est un couple qui est surtout formé d'amis et qui, avec leur réseau d'amis, trouve les voies et moyens de pouvoir, en échange avec des amis, pouvoir se socialiser et renforcer le lien de couple. Donc, ce lien avec les amis renforce le lien qui aussi unit le couple. Et enfin, le couple qui est centré sur le partenaire, qui est la dernière catégorie, qui est considérée comme la catégorie qui a la plus grande probabilité de perdurer jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est là où, dans ce couple, selon lui, c'est un couple qui sait exploiter toute situation qui arrive, que ce soit une situation de joie ou bien une situation de tristesse, pour renforcer leur lien. Et c'est aussi le type de couple qui limite autant que faire se peut que des personnes extérieures puissent venir s'immiscer dans leur relation. Essayent donc, à leur niveau, de trouver les voies et moyens de pouvoir résoudre les problèmes qui sont les leurs.
Alors, donc ça, c'est quelques catégorisations de couple, mais il faut reconnaître que ça ne décrit pas tous les types de couples auxquels on peut faire allusion, mais c'est important de connaître que, voilà, parler de communication dans un couple qui est un couple dramatique, on ne l'aborderait pas de la même façon que dans un couple qui est en conflit permanent, que dans un couple qui est socialement engagé ou dans un couple où chaque partenaire est centré sur l'autre, centre Oui, sa vie par rapport à l'autre. je veux rappeler que c'est une émission interactive et que tous ceux qui y participent peuvent à n'importe quel moment poser des questions et intervenir pour avoir plus de clarification. Mais alors, j'aimerais ajouter à la question de tout à l'heure, maintenant que nous avons le sentiment que on peut classer les couples dans, disons, 4 grands groupes. Il y en a certainement davantage, mais par exemple, l'homme et la femme, puisque nous avons pris ce modèle, le modèle biblique du couple. L'homme et la femme sont quand même, d'après ce que nous savons, quelque peu différents. Comment peut-on parler de ces différences? Alors, je pense que c'est clairement établi. Il y a la différence biologique qui ne souffre d'aucune contestation au niveau des différences biologiques, parmi lesquelles le fait que l'homme ne porte pas un enfant pour accoucher, et c'est la femme qui le fait, par exemple. Donc, il y a ces différences naturelles, biologiques qui existent entre l'homme et la femme. Maintenant, il y a aussi des différences qui sont des différences que les théoriciens parlent de socialement construites et qui sont le produit de l'éducation, qui sont le produit de la culture, parce que dans notre culture, on n'éduque pas les hommes de la même manière qu'on éduque les femmes, et de ce fait, la société aussi ne perçoit pas la femme de la même manière qu'elle perçoit l'homme, ne confère pas à la femme les mêmes rôles qu'on confère à l'homme. Tout cela participe à pouvoir faire en sorte qu'il y a cette différence entre l'homme et la femme qui soit beaucoup plus une différence sociale. Et dans cette analyse de la différence sociale, il y a un auteur, John Gray, qui a fait une analyse, qui a proposé, je dois dire entre guillemets, que son analyse, bien qu'elle nous permette de pouvoir identifier ces catégories de différences, c'est une analyse qui a été aussi sujette à beaucoup de critiques. Donc, je vais dire que, selon lui, il estime que l'une des différences fondamentales qui existent entre l'homme et la femme, c'est le rapport que les uns et les autres ont vis-à-vis d'un certain nombre de principes. Alors, par exemple, pour John Gray, il estime que l'homme a plus besoin qu'on lui fasse confiance et que la femme a plus besoin qu'on lui exprime de la bienveillance, l'attention. Il dit par ailleurs, parce qu'il catégorise, il catégorise les différences sur 5 principes, 6 principes, autant pour moi, où il dit que, voilà, outre la bienveillance pour la femme et la confiance pour l'homme, il estime que la femme a besoin de compréhension. Donc, par exemple, lorsqu'il y a une situation où la femme s'exprime, il est mieux de lui démontrer qu'on la comprend, alors que l'homme, il a besoin de l'acceptation, qui est différente dans la manière de la conversation. Et il le décrit beaucoup plus en détail, et on ne va pas rentrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas tant véritablement l'objet de notre intervention. On pourrait toujours revenir là-dessus dans une autre édition. Il estime que la femme a besoin du respect pendant que l'homme a besoin de l'appréciation, que la femme a besoin qu'on valide ce qu'elle fait, alors que l'homme a besoin plutôt d'approbation, que la femme a besoin de se sentir rassurée, alors que l'homme a besoin de se sentir encouragé. Alors, toutes ces différences conduisent aussi à des modes de communication qu'il faudrait voir comment les utiliser pour une communication beaucoup plus fluide.
je pense que ce qu'on peut retenir de ça, c'est plutôt de dire qu'il y a fondamentalement une différence qui existe entre le fait d'être un homme dans la société et le fait d'être une femme dans la société. Mais est-ce que ces différences ne génèrent pas des conflits ou ne constituent pas un défi pour le couple et sa communication? Alors, la différence en elle-même n'est pas source de conflit. C'est l'attitude que nous avons, que l'un et l'autre a vis-à-vis du fait que l'autre soit différent, qui peut engendrer le conflit. Parce que ce sont des différences qui sont, si on l'accepte, hein, si on accepte l'approche de John Gray, ce sont des différences qui sont socialement construites, qui participent à la définition, qui sont le résultat des valeurs que l'homme trimballe ou bien qu'on inculque à l'homme, ou bien celles qu'on inculque à la femme. Donc, ces différences-là, elles existent. Elles sont porteuses d'opportunités, de mon point de vue. C'est-à-dire que le fait de les connaître et de savoir naviguer à l'intérieur de ces différences peut devenir une opportunité pour rassurer, pour une communication efficace. Mais le fait de ne pas les connaître et de communiquer en faisant fi de ces différences, effectivement, ça peut conduire à de l'incompréhension et ça peut aussi ne pas aboutir à une communication efficace. Donc, cela veut dire qu'il y a une recette pour une communication saine. Oui, oui, il y a une recette pour une communication saine, pasteur. Mais seulement, avant que nous ne parlions de recette pour la communication saine, je pense qu'il est important de faire un certain nombre, je vais dire, de mises en garde. Nous tous, je m'imagine, le fait de s'être engagé dans ce processus, c'est que nous voulons améliorer la qualité de notre communication. Mais premièrement, il faut se dire, pourquoi est-ce que je veux améliorer la qualité de ma communication? C'est une question à laquelle nous devons trouver une réponse fondamentale. Parce que améliorer la qualité de sa communication, parce qu'on pense qu'en le faisant, toutes les idées qu'on va avancer vont certainement être acceptées par l'autre partie, on fait fausse route. Choisir d'améliorer la qualité de sa communication en pensant que le fait peut-être d'avoir suivi un programme comme celui-ci est suffisant pour que, au bout du processus, on améliore la communication, on risque d'être un peu déçu. En fait, je vais peut-être surprendre, l'un des exercices les plus difficiles à faire, c'est celui qui consiste à adopter un nouveau style de communication. C'est un exercice particulièrement difficile et pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que déjà, quand on parle de communication, c'est qu'on communique avec quelqu'un. On ne communique pas seul. Et pour réussir la communication telle que nous voulons la présenter, c'est que à chaque fois dans le processus de communication, il faut constamment prendre en considération comment l'autre perçoit, comment l'autre ressent. Et cet exercice de réflexion continue, parce que notre manière de communiquer la plus naturelle consiste toujours à se focaliser sur ce qu'on a envie de dire, sur ce qu'on a envie et comment est-ce qu'on veut dire cela. Et pas toujours de s'attarder sur comment est-ce que l'autre perçoit et comment est-ce que l'autre ressent ce qu'on a dit et de l'intégrer afin d'adapter ce qu'on voudrait exprimer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que notre manière de communiquer est liée à notre personnalité. Et vous savez, une personnalité, ça ne se construit pas en un jour. C'est le produit de toute une vie, d'une éducation, d'une culture. Donc, cette manière de communiquer que j'ai aujourd'hui, que vous avez, que votre épouse a, ainsi de suite, est le produit de son éducation, de sa culture, c'est lié à sa personnalité. Et la communication, c'est aussi lié à des valeurs. Les valeurs qu'on
a intégré, qu'on a grandi avec. Donc, tout ça, remettre en cause cela, ajuster cela pour pouvoir adopter de nouveaux modes de communication, ce n'est pas donné. Et l'autre chose que je voudrais ajouter à ça, c'est que dans la communication, il y a cette nécessité de satisfaire une double exigence. C'est d'abord l'exigence de communiquer et l'autre exigence, c'est d'observer, c'est-à-dire d'exercer une certaine réflexion du processus de la communication. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, lorsque je communique avec le pasteur Guy Roger, au même moment où je communique, je dois aussi faire preuve de beaucoup d'observation pour pouvoir savoir analyser comment est-ce que le pasteur reçoit ce que je dis et ajuster ma communication en conséquence. Et cela, lorsqu'on est particulièrement préoccupé par l'idée de faire, par le désir d'émettre son opinion de la manière la plus convaincante possible, on tend à ne pas toujours accorder l'attention nécessaire à la manière par laquelle l'autre est en train d'assimiler, d'intégrer ce qu'on est en train de lui dire. Et en fin de compte, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à penser que la vie de couple est en même temps une entreprise de déconstruction? Je crois que nous l'avons dit, je pense à notre première, si ce n'est pas la première émission ou la deuxième, de dire que nous allons dans le couple en étant nous, en étant moi, mais pour que le couple réussisse, il faut qu'on cesse d'être moi pour devenir nous, qui n'est plus moi, qui n'est plus l'autre, mais qui est une nouvelle chose. Ce n'est pas juste une association de nos différences, mais c'est beaucoup plus. Il y a une certaine symbiose qui doit se faire pour créer un nouveau nous, qui est beaucoup plus que l'association de nos différences ou bien de nos ressemblances. Donc, et par rapport aussi à la difficulté donc, de réussir l'exercice de la communication, c'est le fait qu'autour de nous, il existe trop de mauvais exemples, pasteur. C'est que quand on observe autour de nous, la manière par laquelle les gens s'expriment, les gens communiquent, il y a trop de mauvais exemples. Et si ce n'est pas autour de nous de manière immédiate, il y a les médias qui viennent aussi nous bombarder avec les mauvais exemples de communication. Et tout cela, ceci, ce n'est pas pour dire qu'il n'est pas possible de réussir à, comment je vais dire, à développer une nouvelle façon de communiquer et de communiquer de manière efficace. Loin de là. Mais ce qu'il est important au moins que, avant de s'engager dans cet exercice, de connaître quelles sont les difficultés qu'on serait amené à rencontrer. Et je pense que c'est ça ce que j'ai voulu mettre en évidence avant qu'on ne passe effectivement à ce que vous aviez dit tantôt, les quelques principes qui peuvent aider pour une communication efficace. Alors, quel pourrait être le nouveau visage de cette nouvelle communication? Alors, pasteur, parlons donc de ce nouveau visage de la communication. Vous savez, la question de la communication de couple ne se trouve pas dans les sciences de la communication pure. Il faut aller chez les thérapeutes de couple, les méthodes de thérapie de couple pour pouvoir trouver des éléments qui aident à garantir une communication de couple qui soit efficace. Alors, à l'analyse, il y a essentiellement 6 principes qui, de notre point de vue, si ces principes sont bien maîtrisés, intégrés et appliqués de manière continue, ils vont aider à pouvoir améliorer de manière conséquente la qualité de la communication et on va en tirer les bénéfices que nous avions cités au tout début. Alors, le premier, je pense que nous l'avons dit une fois de plus la fois passée, c'est l'écoute. Chacun de ces principes, pasteur, on pourrait organiser une session uniquement pour ça, avec des exemples très pratiques.
l'écoute. C'est-à-dire que dans l'exercice de communication, très souvent, lorsqu'on a un problème, on est préoccupé, lorsqu'il y a un problème dans la vie de couple, on est plus préoccupé à formuler son argument qu'à écouter. Et lorsqu'on veut même inviter l'autre pour qu'on discute sur le problème, l'invitation, c'est pour que je m'exprime. Or, en mettant l'accent sur l'écoute, on encourage que même dans la relation de couple, que des fois l'invitation, quand il y a un problème dans la vie de couple, que l'invitation, on invite le partenaire pour l'écouter. J'aimerais que tu puisses exprimer, que tu trouves du temps pour m'expliquer ton opinion sur tel problème. Non pas, c'est-à-dire que l'invitation ne doit pas être toujours pour que je puisse exprimer ce que je veux, mais qu'on puisse trouver le temps pour inviter l'autre à faire étalage de son opinion. Et pendant que l'autre exprime, l'écoute consiste, entre autres, non seulement le silence attentif à ce que l'autre dit, mais aussi, de temps en temps, reformuler avec ses propres mots. Et là, détail important, en mettant un accent particulier sur le ressenti que l'autre a exprimé lorsqu'il mettait en évidence ses opinions. C'est-à-dire, s'il, dans un dialogue où il disait que, par exemple, je me sens triste de ce que tu n'es pas rentré à l'heure, par exemple, lorsque nous reprenons la parole pour montrer qu'on l'a compris, il faut mettre un accent sur l'expression triste, sur le fait que la personne a exprimé un ressenti. Il faut mettre l'accent là-dessus sur ce ressenti que l'autre a exprimé. Et là, l'écoute, il ne s'agit pas d'approuver. Ce n'est pas un exercice pour pouvoir dire qu'on est d'accord avec l'autre, mais de comprendre quelle est l'opinion, quels sont les éléments qui amènent l'autre à prendre telle ou telle position, à être de tel ou tel avis sur tel ou tel sujet. Et ceci implique aussi de savoir distinguer les manières différentes d'exprimer l'honnêteté. Vous savez, nous avons toujours tendance, dans la communication, de procéder par analogie, de penser que si le fait d'avoir un visage très calme et de parler très calmement, c'est ça qui dénote qu'on parle avec, qu'on est en train de dire ce qui est vrai, par exemple. Mais il faut savoir que les manières par lesquelles l'autre peut parler avec honnêteté peuvent être différentes de la manière par laquelle je m'exprime avec honnêteté, avec respect. Donc ça, l'écoute, c'est un élément extrêmement important. Et je ne sais pas s'il y a des interventions ou des questions en lien avec cela, on pourrait toujours aller un peu plus en détail. Le deuxième élément consiste à exprimer ses intentions et toujours inviter l'autre au consentement. Alors, si on veut engager, par exemple, une conversation avec l'autre, il faut spécifier clairement qu'on voudrait s'entretenir avec son partenaire, avec l'alter ego, sur le sujet spécifique et qu'on voudrait écouter son opinion. Il faut dire qu'est-ce qu'on attend de cet entretien et demander à savoir si l'autre est d'accord. Rechercher le consentement de l'autre. Ne pas supposer que l'autre est d'accord. Non, rechercher à ce que l'autre l'exprime clairement son consentement. Et dans l'exercice de communication, il est important de s'exprimer clairement et de manière complète. Et là,
les thérapeutes de couple et même les spécialistes de la communication interpersonnelle ont développé une méthode qu'on appelle la méthode des 5 jeux, qui consiste dans cette méthode des 5 jeux, qui consiste à pouvoir, dans un premier temps, exprimer le quoi, je vois, je sens, j'entends, exprimer en utilisant toujours et essentiellement le je, dire l'émotion en lien avec ce qu'on voit, avec ce qu'on sent, avec ce qu'on entend, l'émotion qui est assistée à ça. Je ressens, je suis triste, ainsi de suite. Dire l'action ou bien l'information ou l'engagement que l'on attend de l'autre et dire enfin le résultat que l'on pense, ce résultat positif qui découlerait de cette information, de cette action, ainsi de suite. Et là, je prendrais l'exemple, par exemple, dans un couple où très souvent, c'est peut-être la femme qui s'occupe de nettoyer la moquette et que l'homme, il rentre d'une sortie et dépose ses chaussures sur la moquette nettoyée n'importe comment. Alors, au lieu de dire pourquoi tu as mis tes chaussures ici, ainsi de suite, tout cela, la méthode des 100 jeux recommande plutôt de dire lorsque je vois tes chaussures sur la moquette, je me sens frustré et je veux que tu ranges régulièrement tes chaussures dans le placard quand tu arrives à la maison. Et ainsi, je n'aurai pas à nettoyer le tapis ou bien la moquette fréquemment et j'utiliserai donc ce temps gagné pour d'autres tâches plus importantes. Alors, il faut toujours terminer en invitant l'autre à l'action. Et cette méthode qui demande donc un exercice mental, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation susceptible de créer une tension où il est beaucoup plus facile de pouvoir exprimer sa colère que de procéder de la manière préconisée par les 5 jeux, il faudrait donc prendre le recul pour savoir comment formuler de manière à exprimer ce que l'on voit, entend, ressent. Comment est-ce que cela nous affecte de manière émotionnelle? Et qu'est-ce que l'on attend comme action, comme information, comme attitude, engagement de la part de l'autre? Et qu'est-ce qui, de notre point de vue, serait le résultat positif de cette manière de procéder? Donc, cette méthode a fait ses preuves et elle l'utilise, hein, même dans le cadre professionnel. On a souvent, pour lorsqu'il y a des retraites dans la construction de ce qu'ils appellent les team building, la construction de l'équipe dans le milieu professionnel, cette méthode est fortement recommandée entre les superviseurs et les supervisés et ainsi de suite, dans la communication entre ces différentes parties. Maintenant, l'autre élément qui est important dans cet exercice de communication, c'est l'autre principe, c'est de savoir traduire les plaintes en demandes. Ceci signifie d'éviter des généralisations. Alors, tu fais toujours ça, tu fais toujours comme ça? Non. Généraliser, on n'aide pas. On n'est vraiment pas en train de… On n'est pas dans la démarche qui contribue à ce que je vais dire, à apaiser la relation entre les couples. Alors, qu'est-ce que cela implique dans traduire les plaintes en demande? C'est-à-dire, lorsque l'autre formule son opinion en plainte contre toi ou contre moi, ainsi de suite, répondre en reformulant ses propos en demande positive. Par exemple, tu es toujours en retard. Je répondrai comme un exemple, je comprends que tu aurais voulu que j'arrive à l'heure à cette réunion. Là, on est en train de transformer les plaintes en demandes positives. Et de cette façon,
ça permet de désamorcer le conflit sous-jacent dans tu arrives en retard, tu arrives toujours en retard, ça permet déjà de commencer à désamorcer ce processus. Donc, il est important de savoir donc traduire les plaintes en demande. Et ce principe requiert que l'on accepte la critique. Ça veut dire que à chaque fois qu'une critique est formulée contre nous, nous devons savoir accepter de prendre sur soi cette critique et de trouver l'élément positif qui existe dans cette critique et de reformuler la critique sous la forme de cet élément positif. Et je peux vous assurer que ce n'est pas donné, pasteur, parce que lorsqu'on reçoit la critique pour la première fois, la réaction la plus naturelle, c'est de rétorquer par une critique. Quand on a été blessé par une critique, on pense que la réaction la plus normale, c'est de rétorquer par une autre critique. Et ça, ce sont les germes qu'on est en train de semer pour le désaccord et par la suite, donc, comment je vais dire, pour les disputes. Alors, l'autre point qui est aussi important, c'est opter pour des questions ouvertes. Et de préférence, des questions sous la forme du comment. Du comment. Parce qu'il y a des questions ouvertes qui sont déjà en soi des accusations. Par exemple, pourquoi tu as fait ça? Même si c'est une question ouverte, c'est déjà en soi une accusation. Et donc, on recommande de formuler qu'est-ce qui s'est passé, comment en est-on arrivé là, pour permettre à l'autre de pouvoir utiliser ses propres mots. Et le fait de les poser des questions de cette façon, c'est dire l'autre perçoit qu'on est prêt, dans une certaine mesure, à comprendre les circonstances qui ont conduit à ce qu'une situation puisse arriver. Donc, c'est fortement recommandé d'opter pour des questions ouvertes. Et enfin, le dernier principe, c'est exprimer plus que jamais l'appréciation. Savoir apprécier. Et je pense que, voilà, si nous pouvons nous approprier ces 6 principes, je crois qu'on a amorcé un début de construction d'une communication qui peut aboutir à une communication efficace. Mais comme je l'ai dit, chacun de ces principes peut faire l'objet d'une session plus étendue là-dessus avec des exemples pratiques pour que on puisse se les approprier. Merci. Nous avons surtout parlé de communication verbale. Nous avons évoqué la communication par l'expression corporelle. Mais est-ce que tous ces principes s'appliquent à des sourds muets qui s'expriment par le langage des signes? Bien sûr, pasteur. Puisque avec le langage des signes se traduit en mots chez la personne qui reçoit. Ce n'est pas propre juste aux personnes qui utilisent des mots, qui verbalisent des mots. Même ceux qui signalisent les mots peuvent s'exprimer en utilisant ces outils-là. Nous allons donner quelques minutes à ceux qui participent pour qu'ils posent des questions, si ils aimeraient verbaliser leurs questions. J'en ai quand même une ici. Est-ce qu'il est possible d'augmenter un peu le son? La voix de l'intervenant devrait être peut-être plus élevée. Alors peut-être qu'il faudrait augmenter votre son. Et c'est déjà un élément de communication, puisque si l'autre n'entend pas, il faut faire des signes. Bon, alors, certainement, vous avez des questions parmi le public. Vous pouvez toujours ouvrir votre micro, la poser.
et docteur Michel sera très heureux de pouvoir vous répondre, à moins que vous n'ayez plus rien à dire ou que vous ayez été complètement assommé par ce type de communication. Je dirais qu'à entendre tous ces conseils, on trouve que c'est sage, c'est bien, mais que dans la vie de tous les jours, on ne s'arrête pas assez sur ce moment de communication. On est toujours prêt à répondre, on est toujours prêt, ne serait-ce qu'à se dire après, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès, on s'excuse après, mais c'est pas toujours évident dans le parler, de contrôler en même temps la façon de répondre, la façon de faire, ce n'est qu'après qu'on voit. Je sais pas si… Merci beaucoup. Si vous permettez, pasteur, je pense que vous mettez là le doigt sur les mises en garde que nous avons formulées au tout début. Pour dire, s'engager dans le processus d'amélioration de la qualité de la communication, c'est l'un des exercices les plus périlleux que l'on peut être amené à faire. Tout simplement parce que déjà, si nous n'avons pas la maîtrise de ces outils, lorsque nous interagissons avec l'autre, il y a l'histoire. On sait plus ou moins, l'autre sait plus ou moins quels sont les mots avancés pour que cela nous blesse beaucoup plus. Et ça fait qu'on a plus tendance, quand on veut parler de manière naturelle, on est plus préoccupé à formuler ses idées, à vouloir avancer des idées de manière la plus cohérente et de manière la plus convaincante, qu'on n'a pas le recul nécessaire pour s'observer pendant qu'on communique, pour réfléchir pendant qu'on communique. Et donc, in fine, on est plus dans « il faut que tu m'écoutes » que « il faut qu'on s'écoute ». C'est-à-dire qu'il faut que tu écoutes ce que je suis en train de te dire, même si on ne le dit pas comme ça. Mais le fait que pendant qu'on parle, on est plus préoccupé à marteler, à pouvoir mettre l'accent sur ce qu'on a envie que l'autre comprenne, que de communiquer en faisant cet exercice réflexif d'analyse de la manière par laquelle l'autre perçoit, l'autre ressent, l'autre réagit. Ces réactions non verbales, très souvent, de ce que nous sommes en train de dire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas un exercice aisé, mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. C'est possible, c'est un processus long, cela demande de la détermination, mais c'est possible. Et quand on s'imagine le bénéfice associé à la qualité de la communication dans une relation de couple, je pense, à mon humble avis, que ça vaut la peine de s'y essayer. Richard? Ok, bonsoir au docteur Michel, bonsoir à tous les autres membres du panel. Je voudrais remercier le pasteur Guy Roger de nous donner l'opportunité de participer à cette vidéoconférence. J'aimerais demander au docteur de revenir sur la catégorie du couple socialement engagé pour quelques éclaircissements parce que je n'ai pas été très attentif parce que la qualité de la communication n'était pas bonne. Merci. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que je l'ai expliqué au tout début. Personnellement, je ne suis pas très favorable déjà à la catégorisation des couples. Parce que la catégorisation des couples peut donner l'impression que tout est perdu. Voilà, qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que un couple est catégorisé couple, par exemple, dramatique ou couple en conflit permanent, donc il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Non. Donc, je vais revenir là-dessus, mais je ne veux pas m'attarder dessus parce que je ne souhaite pas, vraiment, je ne souhaite pas que nous soyons dans une préoccupation de vouloir catégoriser notre couple. Non. Quel que soit le couple, il y a une possibilité d'améliorer la communication et de pouvoir jouir le bénéfice qui est associé à la communication. Les couples qui sont, comme nous l'avions dit tantôt, qui sont socialement engagés, ce sont des couples qui, de manière
très régulière vivent leur expérience relationnelle toujours en rapport avec leur réseau d'amis. C'est-à-dire que les amis conjoints comptent beaucoup dans cette relation. Ce couple partage un réseau qui s'appuie sur ce réseau d'amis pour prendre des décisions. On veut décider sur des choses, alors on n'hésite pas à appeler tel ami pour pouvoir lui demander qu'est-ce que tu penses par rapport à ça-là qu'on a envie de faire, ainsi de suite, tout cela. La vie des amis, ça compte beaucoup dans ce type de couple. Et ce couple, pour être durable, selon Ogoski qui l'a proposé, estime qu'il faut qu'il y ait une grande amitié entre les deux. Il faut qu'il y ait une grande amitié entre les deux et que ce réseau d'amis-là, sur lesquels ils s'appuient, pour moindre chose, on veut demander conseil. Est-ce que tu ne veux pas qu'on appelle tel pour lui demander comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'ils ont fait ça quand ils ont été confrontés à la même situation? Est-ce qu'ils ont déjà été confrontés? La vie des amis, la vie des membres de ce réseau compte tellement pour le couple et il y a toujours cette envie de se retrouver avec ces amis-là. Donc, ce couple vit toujours à travers les yeux de leurs amis. Donc, l'acceptation de leurs amis, l'appréciation qu'ils reçoivent de leurs amis participe à renforcer le lien qui existe entre le couple ou si les amis estiment que voilà, ton époux, il n'est pas assez bien pour toi, ça impacte par la suite sur les rapports parce qu'on l'intègre dans les relations de couple. Donc, voilà un peu ce que je veux dire, mais je reprécise, s'il vous plaît. La catégorisation, je trouve que c'est simpliste et ça peut faire passer un mauvais message de mon point de vue, le message selon lequel le couple, il est déjà… Et aussi, ça, non seulement un message négatif, mais aussi un message qui pousse aussi à la complaisance. C'est-à-dire, par exemple, le couple qu'on dit que parce qu'il serait centré sur le partenaire, donc ça va aller, ça peut aussi pousser à se dire, voilà, bon, quand j'analyse mon couple, je pense que nous appartenons à la catégorie du couple centré sur le partenaire, donc, bon, il y a plus grand effort à faire parce que la probabilité pour que notre couple puisse durer est très élevée. Non, s'il vous plaît. Je pense que nous devons ne pas tomber dans cette erreur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question avec le temps file rapidement. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Nous prendrions une dernière question. Autrement, je veux annoncer que dimanche prochain, le thème sera « Comment régler les désaccords dans le couple ». Nous avons vu les défis aujourd'hui, nous avons vu les avantages, nous avons vu une méthode qui permettrait d'améliorer la relation dans le couple, mais alors il faut aussi savoir comment aborder les problèmes. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je veux d'abord remercier notre ami qui veut bien nous prodiguer ses conseils, remercier tous ceux qui ont participé aujourd'hui, qui ont été, je l'espère, heureux de participer à cette émission. Je veux aussi vous donner rendez-vous dimanche prochain, car dimanche, ça sera un petit peu plus chaud. Comment résoudre les désaccords? On sait bien que lorsqu'il y a des accords, le ton est beaucoup plus dur, l'atmosphère est plus chaude et on dira qu'il fait beaucoup plus chaud dans la cuisine à ce moment-là. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que la semaine prochaine, vous serez encore plus nombreux pour vous arrêter sur cette question, comment régler les désaccords dans le couple. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci.